Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer, on accueille Jean-François Filiat. Bonjour Jean-François. Salut Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous pour Et Plus Encore et Marché Gagnant pour parler des épargnants et d'un produit, le PEA, parce que ça vous aura pas échappé, même peut-être vous, au cours de ce week-end, du dernier week-end, on a appris qu'il y avait une proposition de loi qui a pas mal fait parler chez nos petits camarades. Quand on parcourait Twitter et LinkedIn, il y en a eu pas mal, déposée par Éric Ciotti, qui veut rendre le PEA plus attractif, nous dit-il. Il prévoit notamment d'aligner les avantages successoraux du PEA sur ceux de l'assurance vie. D'abord, une première réaction, parce que les épargnants, la bourse, j'ai envie de dire, c'est votre dada. Donc, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez Ciotti qui dit on va révolutionner le PEA? Alors, Cédric, vous dites la bourse, c'est mon dada, mais je vais même vous raconter une histoire. C'est que le PEA, c'est toute ma jeunesse. Le PEA, il est né en septembre 1992. C'était donc au tout début de ma carrière professionnelle dans la presse financière. Et j'ai effectivement un attachement tout particulier à ce produit qui a connu une phase de gloire dans la décennie 90. On va dire ça. Et puis, il y a eu l'explosion de la bulle en 2020. Et puis, il y a eu les gens qui soutenaient le PEA. J'ai notamment une petite pensée, une petite dédicace toute particulière pour la Banque de France. La Banque de France qui nous faisait une étude trimestrielle sous la signature de Hervé Grandjean et de Monique Chocron, qui tous les trimestres nous disait le nombre de PEA, les encours, la répartition entre les fonds, les titres, etc. On savait ça mensuellement? Trimestriellement, on savait ça. Et puis, il y a eu la crise. Il y a eu la crise de 2000. Et puis, la Banque de France, elle a commencé à arrêter de entre guillemets, mettre le PEA en avant. Et puis, la place a fait le choix de l'assurance vie. Ça fait 25 ans que la place a fait le choix de l'assurance vie. Alors, certes, vous me direz, on a un peu reparlé du PEA, on l'a ouvert à l'Europe, on a fait le PEA PME, on a fait ce qu'on sait parfaitement faire en France, de formidables usines à gaz. Donc, si aujourd'hui, l'objectif, c'est de remettre un peu d'ordre, je dis bravo. Bon. Puisque vous avez fait la comparaison, on va y rester, puisque effectivement cette proposition de loi, elle utilise des mots très forts comme injustice fiscale ou successorale quand elle compare, quand elle met sur un pied d'égalité l'assurance vie et le PEA. Ça vous semble un diagnostic juste? En fait, il suffirait d'aligner les deux pour que l'un grignote une part de l'autre, ou c'est plus compliqué que ça parce que les Français en fait aiment la garantie, le faible rendement, le fonds euro. Alors, je peux prendre votre question dans plusieurs sens. Je vais commencer par le premier. Parce qu'il a un avantage fiscal quand même, le PEA. Ouais. Alors, moi, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Je vais vous dire que le problème qu'il y a entre le PEA et l'assurance vie, ça s'appelle une distorsion de concurrence. Ça s'appelle une distorsion de concurrence parce qu'effectivement, les gens qui proposent de l'épargne ne sont pas à armes égales. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des avantages et que d'autres n'ont pas. Donc l'assurance vie a des avantages que le PEA n'a pas. C'est très clairement écrit quand vous regardez l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Donc là-dessus, c'est une évidence. Alors, il s'avère que cette distorsion de concurrence, personne ne râle véritablement. Pourquoi ? Parce que les épargnants sont convaincus qu'ils y gagnent. Et est-ce que vraiment ils y gagnent ? Donc là-dessus se pose une question concernant les frais. Il faut par exemple savoir que l'assurance vie française est l'une des plus chères d'Europe. Bref, les avantages fiscaux que perçoivent les épargnants, en réalité, c'est pas vraiment eux qui les touchent, ce sont les intermédiaires financiers qui en profitent, qu'ils soient distributeurs ou qu'ils soient producteurs. Donc là-dessus, premier sujet, il y a assurément une distorsion de concurrence. Et cette distorsion de concurrence, moi, elle va me poser problème avec une approche, j'aurais tendance à dire, très libérale. Pourquoi on épargne ? En fait, il y a deux approches dans le monde de l'épargne. Il y a l'approche des pouvoirs publics qui disent il faut que l'épargne serve à financer l'économie. Et puis, il y a l'approche des défenseurs, des représentants des épargnants, dont je fais partie, qui consiste à dire mais l'épargne, elle doit avant tout servir aux besoins des épargnants. Et donc, on n'a pas à leur imposer quoi que ce soit. Je rappelle, si je fais référence aux dernières évolutions réglementaires, que le dernier grand changement que l'on a eu, ça a été quand même la loi Industrie verte, où on a décrété d'office que dans le cadre des produits d'épargne retraite, il fallait que les Français mettent de l'argent sur le non-coté. D'accord ou pas d'accord, c'est pas votre sujet. Ouais, si vous êtes dans un système de cette nature et que vous n'êtes pas en gestion libre, on vous impose de mettre du non-coté. Personnellement,
qu'on m'impose quoi que ce soit, éditorialement, journalistiquement, patrimonialement, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Deuxième sujet, vous dites, il y a une aversion des Français pour le risque. Bah oui, c'est quand même. Eh ben non. Ah bon? Eh ben, je vais vous dire, il y a une aversion des intermédiaires pour le risque. Mais prenons les stats récentes que l'on a. Vous évoquez tout à l'heure ma petite passion pour les marchés actions, pour la bourse, que nous partageons depuis de longues années tous les deux ensemble. À peu près, aujourd'hui, il doit y avoir 8% des Français qui détiennent des actions. Savez-vous combien il y a de Français qui détiennent des cryptos? J'ai envie de dire plus, hélas, mais... Plus, hélas, 12%. Bref, vous avez un mouvement sur les actions qui sont un produit qui date de nos grands-parents, etc., pouvaient investir en actions. Le grand démarrage dans la dernière... Qu'on met dans la catégorie des actifs risqués. Qu'on met dans la catégorie des actifs risqués. Donc, grosso modo, le développement des actions, c'est le retour en France, on va dire, c'est marqué à la fin des années 70, c'est la loi Bonnery en 78. Donc, on a quasiment 50 ans de développement d'un produit action qui arrive à convaincre 8% de la population. Les cryptos, ça date d'il y a moins 10 ans et ça a progressé à 12% de la population qui en détient. Donc, moi, quand on m'explique qu'il y a une aversion au risque des clients, je rigole. En fait, non. Je pense qu'il y a une aversion au risque des réseaux de distribution et des banquiers, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, dans sa proposition de loi, une fois qu'on s'est dit tout ça quand même, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on se penche. Celle du plafond, celle de la multidétention, celle du volet successoral. Est-ce que si on fait tomber tous ces dominos, on redynamise un peu le produit ou ce sera pas suffisant Alors, si vous le permettez, je vais prendre le premier point. Si je regarde un peu les urgences dans tout ça. Premier sujet qui est un sujet majeur, me semble-t-il, c'est la multidétention. Donc que chacun puisse avoir plusieurs PEA. Voilà, que chacun puisse avoir plusieurs PEA. Il faut savoir que dans la proposition qui est faite, en fait, il supprime tous les PEA qui existent pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul, et il dit il faut qu'il y ait plusieurs détentions. Alors, pourquoi je suis favorable à ce qu'il y ait plusieurs détentions? Absolument pas. Pour les arguments qui sont présentés dans l'exposé des motifs. Pourquoi? Parce que on est en train de nous dire c'est bien, parce que la concurrence, ça va baisser tout ça. On a vu ça avec l'épargne retraite. L'épargne retraite, c'était censé être un truc où on mettait tout le monde dans la même cour et ça allait faire baisser les prix. Ça a fait baisser les prix que dalle. Ouais. Ça les a fait augmenter. Donc la concurrence en France avec des établissements qui sont tous très proches des uns des autres, ça ne marche pas. Ça marche pas. On voit bien d'ailleurs la concurrence aujourd'hui, elle n'arrive sur le marché des actions que par l'arrivée d'acteurs étrangers. Vous prenez les Trade Republic, vous prenez les Saxo, vous prenez les gens, les eToro et tout ça qui viennent vous proposer de nouvelles offres. C'est l'extérieur qui amène la concurrence. Et eux d'ailleurs font quasiment pas de PEA. Hein. Et eux font pas de PEA. Pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte fiscale. Donc, entre guillemets, je parlais tout à l'heure de distorsion de concurrence. Renforcer le PEA, c'est fermer la porte aux établissements étrangers. Parce que gérer un PEA, c'est un peu chiant d'un point de vue administratif. Donc, pour l'instant, dans tous ceux que j'ai cités, il n'y en a qu'un qui a franchi le pas. C'est celui qui vient d'Allemagne. Pourquoi être favorable à la multidétention? En fait, pour deux raisons, qui sont les suivantes. La première, il y a eu un groupe de travail de place auquel j'ai eu l'occasion de participer sur les transferts de PEA. On a d'énormes problèmes de transfert de PEA, en particulier lorsque l'on a des titres non cotés. En fait, on a deux problèmes principaux sur les titres non cotés. C'est les titres qui sont détenus par quelqu'un qui investit dans une boîte et des gens qui sont dans une banque mutualiste et qui achètent des parts sociales dans le cadre du PEA. Quand vous êtes dans un cas comme ça et que vous voulez partir, eh bien, grosso modo, c'est la croix et la bannière. Vous bloquez votre PEA pendant des mois et des mois pour arriver à récupérer vos titres et pouvoir récupérer une capacité d'arbitrage. Si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs PEA, il n'y a plus de problème. Bah, bien sûr. Grosso modo, les titres qui sont difficiles à transférer, vous les laissez chez le vieux. Les nouveaux, vous allez les acheter ailleurs. Ça ira beaucoup plus vite. Deuxième raison pour laquelle je suis favorable à ça, c'est au décès. L'un des enjeux de place, ça va être la mort des seniors qui ont des actions. Parce que lorsque l'on a un PEA, le PEA, il est clos au décès. Donc, vous terminez le PEA, vous mettez les titres sur un compte titre, vous vous dites « Ah, je vais avoir à subir une fiscalité, ça va être absolument monstrueux, etc. » Donc, le notaire dit « Vous affolez pas, foutez-moi tout ça à la poubelle, on va tout vendre. » Vous mettez ça sur une clientèle plus jeune qui va dire « Ah, c'est génial, on va acheter des cryptos. » Donc, vous allez avoir une jolie bascule des actions vers les cryptos. Donc, multidétention, excellente idée. Deuxième idée, faire péter les plafonds. 225 000 pour le PEA PME, 150 000 pour le PEA normal, l'un est inclus dans l'autre. Bref, encore on est en France. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Donc, oui, l'idée de dire
l'idée de dire qu'il n'y a pas de plafond, comme il n'y a pas de plafond d'assurance vie, ça me paraît être une très bonne chose. Donc là, plafond, ça coûte rien. Plusieurs PEA, ça coûte rien. Si, on va vous dire que c'est un coût fiscal, parce que... Ouais, bon. En revanche, si on l'exonère... Ouais, mais si, alors là-dessus, si on l'exonère... C'est pas à la mode. Alors, si on l'exonère de droit de succession, c'est pas à la mode, mais très sincèrement, là-dessus, c'est vraiment la mesure sur laquelle je comprends le bruit médiatique, je suis pas convaincu de l'intérêt économique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sujet, c'est pas de ramener les seniors vers le PEA. Les seniors, ils sont déjà équipés. Donc, c'est les jeunes. Et ils sont pas au niveau du plafond pour nombre d'entre eux. Donc, pour eux, ça va pas spécialement changer grand-chose. Le sujet, c'est les jeunes. Et qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui a 20 ans génial, je vais te proposer un truc, tu vas être exonéré de droit de succession. Ouais. Donc, pour moi, s'il doit y avoir dans la proposition de Ciotti des amendements à faire en disant il faut qu'on minore le projet, ça, à mon sens, ça peut être un amendement. Est-ce que, puisque vous avez parlé plusieurs fois de la place, etc., est-ce qu'on peut se dire qu'il va y avoir des bisbilles, des uns contre les autres, des uns avec les autres, enfin en clair, que certains se disent oh là là, mais on va contourner un de mes produits, donc va y avoir un effet d'aubaine, les assureurs et les gestionnaires d'actifs vont le voir comme finalement un concurrent direct de l'assurance vie, enfin... Vous savez, en pareille situation, tout le monde est en train de défendre son petit bout de gras, voilà. Et en général, le gras est bien gras, donc tout le monde va se défendre. Je vous dis, la mesure telle qu'elle est présentée, c'est très clairement fermer la porte à des établissements étrangers, puisque si on encourage l'investissement en actions via le PEA, il y a une moulinette technique fiscale qui est un peu compliquée. Et ce qui est d'ailleurs assez rigolo, c'est que les jeunes aujourd'hui font des choix qui consistent à ne pas acheter d'actions françaises, y compris dans le cadre du PEA sur de la défiscalisation, mais préfèrent aller chercher de la performance sur des actions étrangères et notamment américaines, quitte à payer les impôts. Donc là encore, il faut qu'on soit très attentif dans nos grilles de lecture. Il ne faut pas qu'on ait des grilles de lecture de vieux qui disent la priorité, c'est la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne raisonnent pas tout à fait de la même façon. Donc il va y avoir ça comme bisbille, il va y avoir la bisbille avec les assureurs, qui vont dire oh là là mon fromage comment ça se fait qu'on va y toucher. Après toucher à mes milliards. Après il va y avoir un autre sujet tout bête. Et cette proposition, elle tombe relativement à propos. Pourquoi ? Parce qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu la signature à Bercy du lancement d'un label Finance Europe. Grosso modo, il y a un grand truc en Europe, c'est l'union des marchés des capitaux. Donc c'est un truc formidable, ça marchait pas. Donc on a appliqué une bonne recette. Quand un truc marche pas, c'est qu'on continue, mais on change le nom. Donc désormais, on appelle ça l'union pour l'épargne et l'investissement. Et dans ce cadre-là, comme on n'arrive pas à mettre d'accord les 27, on se dit, bon, on va avancer quelques-uns. Donc on est parti d'une proposition espagnole. Les Français se sont gouffrés dans la brèche en disant, génial, on va pouvoir inventer un truc. On crée un label Finance Europe. Donc on l'annonce, c'est fait pour financer l'industrie, donc majoritairement des produits de fonds propres, investis principalement en Europe, et chacun des pays signataires doit donner un cadre fiscal favorable à cette enveloppe et désigner quel est le produit. A priori, l'assurance vie ne peut pas être éligible. Pourquoi ? Parce qu'il y a notamment le fonds en euros. Donc est-ce qu'on va recréer en France un autre produit après avoir inventé le PEAC, le plan d'épargne avenir climat dans la loi industrie verte? Si vous avez beaucoup de gens qui viennent vous en parler sur ce plateau, vous me téléphonez parce que ça m'intéresse. Donc, on a créé ces trucs-là. Est-ce que finalement la solution, c'est pas de dire, il faut relancer le PEA? Pour ça, c'est pas idiot. Bon, donc, on va continuer à empiler parce que, en plus, cette proposition de loi, elle est juste déposée à l'Assemblée nationale. Elle doit être discutée, je crois, en 2026 au mieux. Donc, on en aura parlé pour le plaisir d'en avoir parlé ? Non, parce que quelque part, on va faire un côté positif, c'est-à-dire on fait de la culturation, y compris des politiques. Moi, très sincèrement, c'est pas mal remarqué. Je sais pas quelle sera l'Assemblée nationale en 2026. Ouais. Je suis pas certain. Quand je rencontre des députés aujourd'hui, ils sont pas eux-mêmes certains qu'ils passeront l'automne. Donc, mais en tout cas, l'idée de se dire, dans le cadre de l'Union européenne, de l'Union pour l'épargne et l'investissement, dans le cadre du label Finance Europe, qu'il y a une urgence à sortir du bazar qu'on nous a foutu sur le PEA et de dire le PEA est une enveloppe à privilégier me paraît être une assez bonne stratégie. Bon, et au moins on en aura parlé. On aura parlé du PEA. Ouais. Et puis on pourrait parler aussi des actions fractionnées, aussi. Jean-François Filiatre. Merci Jean-François d'être passé sur Radio Patrimoine pour évoquer cette proposition de loi donc, qui émane d'Éric Ciotti. À très bientôt. À bientôt. Et voilà.
Cœur de patrimoine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et de rester fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, même jour, même heure, pour continuer à anticiper, à comprendre et à faire fructifier votre patrimoine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.